Au début des années 1930, l'Ukraine n'est pas une région pauvre. Elle est au contraire l'un des territoires agricoles les plus fertiles de la planète. Depuis des siècles, ces terres noires produisent du blé, du seigle et l'orge en abondance. Les récoltes ukrainiennes nourrissent non seulement la population locale, mais aussi une grande partie de l'Union soviétique. On appelle alors ce territoire le grenier à blé de l'Europe de l'Est. Rien, absolument rien, ne laisse présager que dans l'espace de quelques mois, cette région va devenir le théâtre de l'une des famines les plus meurtrières de l'histoire humaine. Pour comprendre ce qui va se produire, il faut revenir à la fin des années 1920, lorsque Joseph Staline lance une transformation radicale de l'économie soviétique. Son objectif est clair, industrialiser l'Union soviétique à marche forcée, rattraper et dépasser les puissances occidentales. Mais pour financer les usines, les machines et l'armement, il faut des ressources. Et la principale richesse disponible, c'est l'agriculture. Le blé devient une monnaie stratégique. Le grain n'est plus seulement une nourriture. Il devient un outil de pouvoir. Dans ce contexte commence la collectivisation forcée. Les terres privées sont abolies. Les paysans doivent abandonner leurs champs, leurs animaux et leurs outils pour rejoindre des fermes collectives contrôlées par l'État. Officiellement, cette réforme est présentée comme un progrès social. En réalité, elle est vécue comme une violence brutale par les populations rurales, en particulier en Ukraine, où la culture paysanne est profondément enracinée et où l'attachement à la terre est presque sacré. Très vite, la résistance apparaît. Des paysans cachant du grain, d'autres abattent leur bétail plutôt que de le remettre aux autorités. Pour le pouvoir soviétique, cette résistance n'est pas économique, elle est politique. Staline voit dans les paysans ukrainiens une menace potentielle, un foyer de nationalisme capable de remettre en cause le contrôle de Moscou. À ses yeux, l'Ukraine n'est pas seulement une région agricole, c'est un territoire à dompter. À partir de 1931, les quotas de livraison de blé imposés à l'Ukraine deviennent irréalistes. Ils dépassent largement ce que les récoltes peuvent fournir, même en année normale. Pourtant, les ordres sont clairs, les quotas doivent être atteints, quoi qu'il en coûte. Des brigades de réquisition, souvent accompagnées de policiers et de membres du parti, sont envoyées dans les villages. Elles fouillent les maisons, retournent les sols, inspectent les poêles, percent les murs. Tout est confisqué, le blé, la farine, les semences, parfois même les réserves destinées aux enfants. À ce stade, il ne s'agit plus de collecter un surplus. Il s'agit de vider les villages. Les paysans comprennent rapidement que garder même une poignée de grains peut être considéré comme un crime. Ceux qui résistent sont arrêtés, battus, déportés ou exécutés. Les villages accusés de ne pas coopérer sont placés sur des listes noires. Cela signifie qu'aucune marchandise ne peut y entrer. Plus de nourriture, plus de commerce, plus d'aide. L'hiver 1932 arrive. Les greniers sont vides, les champs sont gelés, les animaux ont disparu. Mais la famine n'est pas reconnue officiellement. À Moscou, les statistiques sont falsifiées. Les rapports parlent de récoltes suffisantes. Pendant ce temps, des trains remplis de céréales quittent l'Ukraine pour alimenter les villes soviétiques ou être exportés à l'étranger afin d'acheter des machines industrielles. Le blé circule. La nourriture existe. Elle est simplement retirée à ceux qui en ont besoin. Très vite, la faim devient omniprésente. Elle ne frappe pas soudainement. Elle s'installe lentement, méthodiquement. D'abord, on réduit les portions. Ensuite, on mange les réserves cachées, puis les animaux domestiques, puis les racines, l'écorce des arbres, l'herbe. Les corps s'affaiblissent, les enfants cessent de jouer. Les adultes n'ont plus la force de travailler. Les villages sombrent dans un silence inquiétant, seulement interrompu par les pleurs ou les cris de ceux qui comprennent qu'ils ne survivront pas à l'hiver. Ce qui rend cette tragédie unique, ce n'est pas seulement le nombre de morts à venir, c'est le fait que la famine est administrée. Elle est organisée par des décrets, appliqués par des hommes, maintenus par des frontières internes. Les paysans ukrainiens n'ont pas le droit de fuir vers les villes ou vers d'autres régions. Des barrages sont installés, les trains sont surveillés. Être affamé devient une condition imposée, et non une conséquence naturelle. À la fin de cette première phase, l'Ukraine est déjà condamnée. La nourriture a été retirée. Les mécanismes de survie ont été détruits. La population est piégée. Ce qui va suivre n'est plus une crise agricole, c'est une descente programmée vers l'anéantissement. À la fin de l'année 1932, la famine n'est plus un accident. Elle devient un outil. À Moscou, les dirigeants soviétiques comprennent parfaitement ce qui se passe en Ukraine. Les rapports internes parlent de villages entiers affaiblis, de paysans incapables de travailler, de morts qui se multiplient. Pourtant, aucune aide n'est envoyée. Au contraire, de nouvelles mesures sont prises, non pas pour sauver, mais pour verrouiller. Le pouvoir soviétique adopte alors une décision cruciale, empêcher toute fuite. Jusqu'à présent, lorsqu'une famine frappait une région, les populations tentèrent de rejoindre les villes ou d'autres territoires. Cette fois, cela sera impossible. Des barrages sont installés sur les routes.
Les gares sont surveillées, les trains sont contrôlés. Les paysans ukrainiens affamés sont refoulés, parfois violemment, vers leurs villages vides. Mourir ailleurs n'est pas autorisé. Un système de passeport interne est renforcé. Sans autorisation officielle, impossible de se déplacer. Or, les paysans, considérés comme une classe suspecte, n'ont presque jamais ces documents. Résultat, des familles entières restent piégées dans des zones où toute nourriture a déjà été confisquée. La faim devient une prison invisible. Dans les villages, les brigades de réquisition continuent leur travail. Elles ne cherchent plus seulement du blé, elles cherchent des preuves de désobéissance. Une poignée de farine cachée sous une planche peut suffire à déclencher une arrestation. Un enfant surpris à ramasser des épis oubliés dans un champ peut être battu. La loi assimile ces gestes de survie à des actes de sabotage contre l'État soviétique. Le message est clair, la survie individuelle est un crime politique. À ce moment précis, la famine change de nature. Elle n'est plus seulement le résultat de quotas excessifs. Elle devient une punition collective. Les villages ukrainiens sont accusés de résistance, de nationalisme, de manque de loyauté envers Moscou. La faim sert à briser cette identité. Affamer, c'est soumettre. Affamer, c'est rééduquer. Pendant ce temps, le silence est organisé. Les autorités locales ont interdiction de mentionner la famine dans leurs rapports publics. Les médecins sont contraints d'inscrire d'autres causes de décès, faiblesse générale, maladie, épuisement. Les mots « faim » et « famine » disparaissent des documents officiels. Statistiquement, la catastrophe n'est censée pas exister. À l'étranger, quelques diplomates et journalistes observent pourtant des signes inquiétants. Ils entendent des rumeurs, ils voient des corps amaigris, mais l'accès à l'Ukraine est strictement contrôlé, les déplacements sont encadrés. Les visites guidées montrent des villages soigneusement choisis, où de la nourriture a été temporairement distribuée. La mise en scène fonctionne. Certains correspondants occidentaux installés à Moscou relaisent même la version officielle. Ils parlent d'exagération de propagande anticommuniste. Le mensonge devient global. La famine tue, pendant que le monde débat de sa réalité. Sur le terrain, la situation empire. Les écoles ferment. Les enfants trop faibles pour marcher restent couchés, parfois seuls, pendant que les parents tentent de trouver quoi que ce soit à manger. Les autorités interdisent l'aide entre villages. Donner de la nourriture à un voisin peut être considéré comme une infraction. La solidarité devient dangereuse. Les archives soviétiques révéleront plus tard des faits glaçants. Les forces de sécurité reçoivent des ordres précis. Empêcher la fuite, intensifier les contrôles, maintenir les quotas. Aucun document ne montre une volonté de stopper la famine. Tout indique au contraire une volonté de la maintenir jusqu'à obtention du résultat politique. Et ce résultat commence à apparaître. La résistance paysanne s'effondre. Les villages se vident. Les survivants acceptent les fermes collectives, non par conviction, mais par épuisement. La faim a gagné. À ce stade, l'Ukraine n'est plus seulement affamée. Elle est brisée. Sa structure sociale est détruite. Les anciens chefs de village sont morts ou arrêtés. Les familles sont décimées. La mémoire collective elle-même commence à se fissurer, car parler de ce qui se passe devient dangereux. La famine a rempli son rôle. Elle a écrasé une population sans bombes, sans fusils, sans bataille ouverte. Elle a prouvé qu'un pouvoir total peut utiliser la nourriture comme une arme plus efficace que n'importe quelle armée. Dans la prochaine partie, nous entrerons dans le cœur de l'horreur quotidienne, les témoignages directs, la survie impossible, les limites humaines franchies, et ce que les documents officiels appellent froidement des cas extrêmes. Au début de l'année 1933, la famine atteint son point de non-retour. En Ukraine, il ne reste plus rien à confisquer. Les greniers sont vides depuis des mois, les champs sont nus, les outils agricoles rouillent dans les cours abandonnés, les animaux ont disparu, même les chats et les chiens ne sont plus visibles. Ce silence n'est pas celui de la paix, c'est le silence de la disparition. Dans les villages, les corps commencent à changer. Les visages gonflent à cause de la malnutrition. Les ventres se distendent, les jambes ne portent plus. Les gens tombent dans les chemins, dans les maisons, près des puits. Beaucoup ne se relèvent pas. Les enterrements cessent progressivement, non par manque de respect, mais par manque de force. Creuser une tombe devient un effort impossible. Les enfants sont les premiers touchés. Trop faibles pour comprendre, trop fragiles pour résister. Certains restent couchés pendant des jours, incapables de pleurer. D'autres errent sans but, cherchant quelque chose à manger dans des villages déjà morts. Les écoles ferment, non parce que l'État le décide, mais parce qu'il nie à plus d'enfants capables de s'y rendre. Les témoignages recueillis après la catastrophe racontent tous la même chose. La faim n'est pas une douleur constante. Elle arrive par vagues. D'abord une faiblesse, puis des vertiges. Ensuite, une obsession. La nourriture envahit chaque pensée. Les souvenirs, les rêves, les conversations tournent autour de ce qui n'est plus là. Les gens parlent de pain comme d'un objet mythique.
Très vite, les limites humaines sont franchies. Les archives de la police soviétique, ouvertes des décennies plus tard, mentionnent des cas appelés officiellement situations extrêmes. Derrière ce langage froid se cache une réalité insoutenable. Le cannibalisme apparaît, d'abord isolé, puis plus fréquent. Puis, des parents mangent leurs enfants morts, des enfants mangent leurs parents. Des corps sont démembrés, les autorités le savent, elles le documentent. Elles n'interviennent pas pour sauver, mais pour punir. Dans certains villages, des affiches non proclamées sont placardées pour avertir que manger de la chair humaine sera sévèrement puni. Cette absurdité résume toute la logique du système. L'État retire la nourriture, interdit la fuite, observe la mort, puis punit ceux qui tentent de survivre par n'importe quel moyen. Les survivants racontent aussi la honte, une honte si profonde qu'elle empêche parfois de parler pendant des décennies. Survivre signifie avoir vu mourir les autres. Survivre signifie parfois avoir fait des choses que personne ne devrait jamais faire. Beaucoup gardent le silence toute leur vie, non par loyauté envers le régime, mais par incapacité à revivre ces souvenirs. Dans les villes, la situation n'est pas beaucoup meilleure. Les cartes de rationnement existent, mais les quantités sont insuffisantes. Les ouvriers tombent sur leurs machines. Les hôpitaux sont débordés. Les médecins manquent de tout. Ils notent des décès par épuisement, par maladie secondaire, par défaillance générale. La cause réelle reste absente des dossiers publics. Pendant ce temps, les dirigeants soviétiques continuent d'exporter du grain. Des cargos quittent les ports. Le blé ukrainien nourrit d'autres pays. Cette réalité est aujourd'hui prouvée par les registres commerciaux. La famine n'est, donc, pas due à une pénurie globale. Elle est due à une décision politique maintenue malgré la mort massive. Dans les campagnes, certains villages disparaissent entièrement. Plus un bruit, plus un feu, plus un mouvement. Lorsque les autorités y reviennent des mois plus tard, elles trouvent des maisons ouvertes, des objets intacts, des corps desséchés. La mort est passée sans combat, sans bruit, sans témoin extérieur. Ce qui rend cette phase du Holodomor particulièrement sombre, c'est qu'elle révèle quelque chose de fondamental sur le pouvoir. Lorsque l'État contrôle la nourriture, il contrôle le temps, le corps et la vie elle-même. Il peut décider non seulement qui mange, mais qui meurt lentement. À la fin du printemps 1933, le pire est déjà accompli. Des millions de personnes ont disparu. Mais la famine n'est pas encore officiellement terminée. Elle continuera jusqu'à ce que le pouvoir estime que la population restante est suffisamment soumise, suffisamment brisée pour ne plus résister. Dans la prochaine partie, nous verrons comment cette catastrophe a été effacée, niée, puis enterrée pendant des décennies, et comment le silence est devenu une seconde mort pour les victimes. Lorsque la famine commence lentement à reculer en Ukraine à la fin de l'année 1933, le pouvoir soviétique n'est pas confronté à une question humanitaire. Il est confronté à un problème politique. Des millions de personnes sont mortes, des villages entiers ont disparu. Et pourtant, pour l'État, rien de tout cela ne doit exister. La première étape consiste à effacer les preuves. Les registres locaux sont modifiés, les chiffres de population sont ajustés, les causes de décès sont maquillées. La faim disparaît des statistiques officielles. À la place apparaissent des termes vagues, faiblesse générale, maladie saisonnière, épuisement. Administrativement, la famine n'est jamais arrivée. Parler du Holodomor devient dangereux. Dans les villages survivants, les gens comprennent rapidement qu'il vaut mieux se taire. Mentionner la famine peut être interprété comme une critique du régime. Raconter ce que l'on a vu peut mener à une arrestation. La mémoire devient une faute. Le silence devient une condition de survie. Dans les écoles, les manuels d'histoire sont réécrits. Les années 1932 et 1933 sont présentées comme une période de difficultés économiques générales, jamais comme une famine ciblée. Les enfants apprennent que la collectivisation a permis de moderniser l'agriculture. Les morts ne sont pas mentionnés. Les villages disparus ne sont pas nommés. L'absence devient officielle. À l'étranger, le mensonge est entretenu. Les autorités soviétiques organisent des visites contrôlées pour des délégations étrangères. Des villages modèles sont mis en scène. De la nourriture est distribuée temporairement. Les visiteurs repartent rassurés. Certains journalistes occidentaux publient même des articles niant l'existence de la famine, contribuant involontairement ou consciemment à étouffer la vérité. Pendant ce temps, les survivants tentent de reconstruire leur vie sur des terres hantées par les absents. Des familles vivent dans des maisons où la moitié des habitants sont morts. Les champs sont cultivés par des mains trop faibles. La douleur n'est pas exprimée, elle est enfouie. Beaucoup comprennent qu'ils ne doivent jamais parler, même à leurs enfants. Ce silence forcé produit une seconde violence. Non seulement les victimes ont été affamées, mais leur souffrance est niée. Le deuil devient impossible, les tombes sont anonymes.
Les morts n'ont pas de noms officiels. Ils disparaissent de l'histoire comme ils ont disparu de la vie. Après la mort de Staline, une légère ouverture apparaît. Certains crimes sont évoqués. Mais le Holodomor reste largement tabou. Reconnaître cette famine comme un crime signifierait admettre que l'État a utilisé la faim comme arme contre sa propre population. Une vérité trop lourde pour le récit soviétique. Il faut attendre la fin de l'Union soviétique, après 1991, pour que les archives commencent à s'ouvrir. Les documents internes révèlent ce que les survivants s'avèrent déjà. Les quotas irréalistes, les barrages routiers, les interdictions de fuite, les rapports sur le cannibalisme. La famine apparaît clairement comme une politique délibérée, maintenue malgré la mort massive. Pour beaucoup de familles ukrainiennes, cette ouverture arrive trop tard. Les témoins directs sont âgés ou morts. Les souvenirs sont fragmentés. La transmission a été brisée par des décennies de peur. Pourtant, la mémoire commence à revenir. Des monuments sont érigés. Des noms sont retrouvés. Des villages disparus sont enfin reconnus. Mais le combat pour la vérité n'est pas terminé. Encore aujourd'hui, certains nient ou minimisent le Holodomor. D'autres tentent de le diluer dans une tragédie générale, sans responsabilité précise. Cette bataille autour de la mémoire montre à quel point le contrôle du récit est aussi important que le contrôle de la nourriture. Effacer une famine, c'est prolonger son effet. Tuer la mémoire, c'est tuer une seconde fois ceux qui sont morts. Le Holodomor ne s'arrête pas en 1933. Il continue tant que sa vérité est contestée. Dans la prochaine et dernière partie, nous verrons comment le Holodomor est aujourd'hui reconnu, pourquoi il reste politiquement explosif, et ce qu'il nous apprend sur le pouvoir moderne. Après des décennies de silence, la vérité commence enfin à émerger au début des années 1990. Avec la chute de l'Union soviétique, les archives secrètes s'ouvrent progressivement. Les décrets, les rapports internes, les correspondances entre Moscou et les autorités locales révèlent une réalité impossible à nier. La famine de l'Ukraine n'est pas un accident historique. C'est une politique maintenue en toute connaissance des conséquences. Les historiens découvrent des documents prouvant que les dirigeants soviétiques savaient parfaitement que la population mourait massivement. Les chiffres circulaient, les alertes existaient. Pourtant, les quotas n'ont pas été allégés, les barrages n'ont pas été levés, les exportations de céréales n'ont pas été stoppées. La mort n'est pas survenue par ignorance, elle a été acceptée comme un coup. Peu à peu, des pays commencent à reconnaître officiellement le Holodomor comme un crime majeur. Certains le qualifient de génocide. D'autres parlent de crime contre l'humanité. Les débats juridiques sont complexes, mais le fond reste clair. La faim a été utilisée comme une arme délibérée contre une population ciblée. En Ukraine, la mémoire prend une place centrale. Des monuments sont érigés, des journées de commémoration sont instaurées, des bougies sont allumées chaque année pour rappeler les millions de vies perdues. Pour beaucoup de familles, ce moment arrive après des générations de silence. Des grands-parents racontent enfin ce qu'ils n'avaient jamais osé dire. Les récits brisent la peur transmise pendant des décennies. Mais la reconnaissance n'est pas universelle. Certains gouvernements et institutions continuent de nier ou de minimiser le Holodomor. Ils parlent de famine générale, de difficultés économiques, de contexte historique. Cette stratégie vise à diluer la responsabilité, à transformer un crime ciblé en simple tragédie abstraite. Ce combat autour des mots n'est pas anodin. Nommer un crime, c'est reconnaître une intention. Et reconnaître une intention, c'est admettre une faute historique. Voilà pourquoi le Holodomor reste politiquement explosif. Il remet en cause des récits nationaux, des héritages idéologiques, des mythes fondateurs. Le Holodomor pose aussi une question plus large qui dépasse l'Ukraine. Il montre que la famine peut être créée sans sécheresse, sans catastrophe naturelle, sans effondrement agricole. Il suffit de contrôler la production, le transport et l'accès à la nourriture. Le pouvoir qui contrôle le pain contrôle la vie. Cette leçon n'est pas limitée au passé. Dans un monde moderne, où les chaînes alimentaires sont globalisées, où des sanctions, des blocus et des décisions politiques peuvent priver des populations entières de ressources, le Holodomor agit comme un avertissement. La faim peut encore être utilisée comme une arme, sous des formes plus discrètes, plus administratives, plus acceptables en apparence. Se souvenir du Holodomor, ce n'est pas seulement honorer les morts, c'est comprendre un mécanisme de domination. C'est reconnaître que la violence la plus extrême n'utilise pas toujours des armes visibles. Elle peut être silencieuse, lente, bureaucratique. Elle peut se cacher derrière des tableaux statistiques et des discours idéologiques. Pour ta chaîne Histoire interdite, cette histoire occupe une place essentielle, parce qu'elle montre que certaines vérités sont enterrées, non parce qu'elles manquent de preuves, mais parce qu'elles dérangent trop, parce qu'elles révèlent ce que les systèmes de pouvoir sont prêts à faire pour se maintenir. Le Holodomor n'est pas seulement une tragédie ukrainienne. C'est une leçon universelle sur le contrôle,
l'obéissance et la fragilité humaine face à un pouvoir total,